Salut et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument. On va entreprendre un voyage philosophique absolument captivant au cœur même du langage géopolitique moderne. L'idée, c'est d'explorer la fragilité cachée de ce qu'on appelle, parfois un peu vite, la démocratie. On va gratter le vernis des mots que les États utilisent pour justifier leurs actions. Bref, c'est parti pour une plongée fascinante dans les paradoxes du pouvoir. Alors pour démarrer, il n'y a vraiment pas de meilleure porte d'entrée que ce grand classique. La raison du plus fort est toujours la meilleure. On connaît tous cette célèbre fable du loup et de l'agneau. Mais en fait, elle soulève immédiatement la question ultime. La loi, le droit, la justice, est-ce que ce n'est finalement qu'un masque élégant posé sur la force brute des puissants? Est-ce que le plus fort a simplement le pouvoir d'imposer sa propre raison comme étant la norme pour tout le monde? Et ça nous amène directement à la source de notre analyse d'aujourd'hui, le texte magistral du philosophe Jacques Derrida. Dans cet ouvrage, il s'attaque frontalement au vocabulaire de la politique mondiale. Et en déconstruisant tout ça, il met en lumière des vérités, disons, profondément dérangeantes sur la souveraineté, le droit international et cette grande illusion de contrôle des États-nations. Voici un peu notre feuille de route pour s'y retrouver. 1. La raison du plus fort. 2. Le concept d'État voyou. 3. Le tour et la roue. 4. L'auto-immunité démocratique. Et enfin 5. La démocratie à venir. Allez, on y va. Première grande étape, la raison du plus fort. Qui a vraiment le droit de suspendre le droit? Le juriste Carl Schmitt nous livre là-dessus une définition assez glaçante de la souveraineté. Pour lui, le souverain, c'est précisément celui qui détient le pouvoir d'appuyer sur le bouton « pause » de la loi. C'est lui qui décide de l'état d'exception. En gros, le garant même de l'état de droit possède, paradoxalement, le pouvoir absolu de le court-circuiter. C'est lui qui décide quand et pour qui les règles s'appliquent. Ce qui nous fait basculer vers notre deuxième point, le concept d'État voyou. Alors, État voyou, c'est la traduction française, plutôt récente finalement, du terme américain « rogue state ». On entend cette étiquette partout, elle est massivement utilisée comme une arme rhétorique sur la scène internationale. Elle sert à pointer du doigt un pays qui opère en dehors des clous, une menace pour la communauté mondiale. Mais ce que Derrida souligne avec beaucoup de finesse, c'est que cette traduction française masque une histoire linguistique beaucoup plus révélatrice. Quand on creuse un peu l'étymologie, on réalise qu'un voyou, à la base, c'est le petit délinquant qui traîne dans les rues. C'est la menace qui vient d'en bas. Sauf qu'historiquement, on utilisait aussi le mot « rouer ». Et là, ça connecte directement la subversion au fameux supplice de la roue, une violence imposée par l'État. C'est brillant comme analyse, parce que ça montre que la punition et la déviance tournent exactement autour du même axe de violence étatique. Le voyou, au bout du compte, c'est simplement celui qui ne marche pas sur la voie tracée par le plus fort. On enchaîne avec notre troisième partie, le tour et la roue. Bon, avant même de penser à l'État-nation tel qu'on le connaît, il faut absolument saisir ce concept central d'ipséité. L'ipséité, c'est la maîtrise absolue, c'est ce « je peux » fondamental. Le fait de ne compter que sur soi-même et de dicter ses propres lois. Imaginez un cercle parfait, totalement refermé sur lui-même, c'est la base de toute autorité étatique, cette idée d'un pouvoir suprême et autosuffisant. Et c'est exactement ça qui illustre la méfiance profonde que Platon entretenait envers la démocratie. Pour lui, c'était pas du tout un régime harmonieux. C'était un immense bazar, dangereux, constamment tiraillé entre la véritable liberté, l'éotéria, et la licence totalement chaotique, l'exousia, où tout le monde fait absolument ce qu'il veut. Pour Platon, ce trop-plein de liberté, c'était le déraillement assuré. Alors comment gérer cette énergie débordante? La solution classique, ça a été le fameux tour à tour. L'idée, c'est que la roue démocratique doit tourner en permanence. Les citoyens alternent sans cesse. On gouverne un temps, puis on est gouverné. C'est un cycle mécanique censé empêcher quiconque de garder le pouvoir pour toujours. Mais voilà, cette belle mécanique a un défaut fatal. Ce qui nous précipite dans notre quatrième partie, l'auto-immunité démocratique. Accrochez-vous, c'est fascinant. Derrida va emprunter le concept d'auto-immunité à la biologie. C'est exactement comme lorsqu'un organisme commence à détruire ses propres défenses immunitaires. Appliqué à la politique, ça décrit une situation effarante. Face à une menace, une démocratie va activement démanteler ses propres règles fondamentales, comme réduire les libertés pour soi-disant protéger la liberté. Dans un élan désespéré pour survivre, elle se suicide à petit feu. Et l'exemple historique de l'Algérie au début des années 90 cartographie cette logique à la perfection. On a là un État qui se montre totalement prêt à stopper net un processus électoral légal. Pourquoi ? Simplement pour empêcher un parti, arrivé en tête par les urnes, mais perçu comme antidémocratique, de démanteler le système. C'est l'illustration exacte, presque clinique, de ce mécanisme auto-immunitaire en pleine action. Cet événement laisse le système complètement paralysé. On se retrouve pris au piège d'un dilemme impossible, un vrai choix tragique.
Faut-il laisser la démocratie organiser sa propre destruction en respectant la loi, ce qui revient à un suicide? Ou bien l'État doit-il violer de force ses propres principes pour se protéger, commettant ainsi un véritable meurtre démocratique? On arrive enfin à notre 5e et dernière partie, la démocratie à venir. Face à cette impasse extrêmement sombre du pouvoir souverain, il fallait bien trouver une issue. Et ce message elliptique, très poétique de Derrida, nous rappelle une chose essentielle. La véritable démocratie n'est jamais un fait accompli. Elle n'est jamais pleinement présente là, tout de suite. Elle est constamment différée, elle est toujours à venir. Elle demande de créer un temps et un espace qui, concrètement, n'existent pas dans la mécanique froide de l'État. Attention, il ne s'agit pas du tout d'une réalité future utopique qu'on finira bien par attendre un jour. Non, c'est plutôt une exigence d'ouverture permanente. C'est accepter de se débarrasser de cette obsession maladive de la souveraineté absolue pour tolérer la vulnérabilité. Les Grecs appelaient ça la krato, un espace capable d'accueillir l'événement imprévisible, l'autre, l'incalculable, bref, tout ce qu'une machine étatique déteste et ne peut pas contrôler. On va laisser cette pensée résonner pour conclure. Si la démocratie est fondamentalement inachevée, si elle est cette promesse suspendue, cette vulnérabilité assumée nous met tous au défi. C'est une invitation forte à ne jamais s'endormir sur le pouvoir en place, à toujours garder la porte ouverte à l'imprévu. Si la vraie démocratie est une promesse impossible qui n'arrive jamais totalement, est-ce que cette promesse ne serait pas finalement notre horizon politique le plus vital et le plus urgent ?